Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une belle journée qui va se terminer en votre compagnie entre 17h et 19h avec Philippe David, par exemple. Oh, par exemple, et avec Cécile de Ménibus. C'est un bon exemple, Philippe For David. example, pour parler la langue de Shakespeare avec le talent de Philippe Bilger. Absolument. Non, mais... Mélenchon, on le fait plus. Hein. Ah ben, là, Mélenchon a parlé anglais, mais j'ai trouvé que par rapport à vous, il était quand même moins bon. Non, je l'ai trouvé. Oui, mais bon, je pensais être le seul à mal prononcer Même l'anglais. Shakespeare était moins bon que vous, de toute façon. Non. Shakespeare, c'est mon idole. Hein. Soit, quoi qu'il en soit, ce numéro de téléphone, Philippe, qu'on connaît bien. Le 0826 300 300. Dites-le avec plus de soyez chatoyant. Le 0826 300 300. Glamour. Le 0826 300 300. C'est la même attention. Mais enfin, Avec une voix de crooner. les cours Florent, Philippe David. Vous voulez avec la voix de crooner? Le 0826 300 300. 36 15, code ULA. Voilà, les amis. En tout cas, on est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h aujourd'hui, bien entendu, avec Aude qui vous attend. Si vous voulez participer à cette émission, vous savez, vous pouvez nous laisser des messages la journée, on vous rappelle, ou participer à la mission comme Vraie Voix. En attendant, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, le narcotrafic est-il derrière les attaques contre les prisons ? Un mystérieux groupuscule, vous l'avez entendu, le DDPF a revendiqué ce raid officiellement pour défendre les droits des détenus. Ils aiguilleraient plutôt en réalité vers une piste liée au narcotrafic. Alors parlons vrai. Est-ce que entre filières internationales d'approvisionnement et de blanchiment, on ne peut pas lutter contre le narcotrafic sans l'aide des autres pays? Et à cette question, peut-on gagner la guerre contre le narcotrafic sans une coopération internationale? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Sylvain André sera avec nous, un secrétaire départemental du syndicat de police, Alliance pour le Bas-Rhin, département frontalier, donc confronté à cette problématique. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, 5 fake news créées en Russie ont généré 56 millions de vues à elles seules, bilan dressé par New Guard. Ils luttent contre la désinformation, viol d'un enfant par un migrant tchadien par exemple, achat d'une banque par Zelensky, menace terroriste sur Notre-Dame, de fausses nouvelles censées semer la discorde en France. Alors parlons vrai, est-ce qu'Internet est devenu le nouveau terrain de jeu de la subversion? Et à cette question, tentative de déstabiliser de la France par des fake news russes, est-ce une nouvelle forme de guerre? Vous dites non à 66%, vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et Stéphanie Delestre sera avec nous, entrepreneuse, spécialiste de l'intelligence artificielle et chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et en number one, monsieur Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Comment allez-vous, chers amis? Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. On ne se lasse pas en fait. C'est drôle, comme le jeudi, je parviens à avoir la gaieté du vendredi. Ouais, bientôt ce sera le mercredi. Mais pratiquement tous les jours vont bien. C'est fou, c'est magnifique. fou. J'ai une sorte d'humeur égale aux vraies voix, ce qui ne m'arrive que trop vraie voix. Le reste, c'est très bizarre. Absolument. Elle est de retour. Enfin, Anne Mazoyer est avec nous, fondatrice de Fair Value Corporate et Affaires publiques, cabinet de relations publiques internationales. Bonsoir, Anne. Bonsoir à tous. Elle nous a fait languir. Hein. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est Mais passé? ça n'en est que meilleur quand Attention je dans le reviens. micro. Bien dans le micro. Où étiez-vous, Anne Mazoyer? Où étiez-vous? Sur le front. Sur le front, très bien. Sur différents fronts. Voilà, c'est pas sur le vôtre, c'est parce que sinon ça fait mal à force. Ça dépend, le mien, il y a de la place. Oui, International ou national? International. Voilà. Exactement. Il est de retour aussi. Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Farid, c'est pareil, vous étiez où? Par Mons et... Par Vaux. Exactement. Pas mal à l'étranger également. D'accord, très bien. Il est venu avec ce qu'il a de meilleur. Hein. Et Voilà. en plus. Voilà, c'est bien, c'est très bien. En tout cas, on est ravis de On a un jeune vous retrouver. spectateur, voilà. Il est chou, il est Bonjour, chou, il ce est tout petit. mignon. Il est adorable. Je l'adore, je pourrais le bouffer tellement il est mignon. 0826 300 300, Pierre de Toulouse est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, très bien. bah, mieux que vous, puisque vous voulez pousser un petit coup de gueule sur les écolos qui vous agacent. Ah oui, moi je suis agacé de voir que l'extrême gauche dérive vers l'écologie pour D'accord. exister. Vous savez, je ne sais pas si je peux m'attarder, au XIIe siècle, il y avait des cathares Oui. chez nous, dans le sud de la France. Oui. Et les cathares avaient une croyance, ils pensaient que lorsque les hommes mouraient, ils se transformaient en coqs.
D'accord. Et donc, lorsque vous tuiez un coq, éventuellement, on vous abattait et on vous exécutait parce que justement, le coq avait plus d'importance que l'être humain. Et ce que je remarque, c'est que lorsque je vois, par exemple, concernant l'autoroute de l'A69 qui est sur entre Toulouse et Castres, je vois que qu'on appelle ça, les bêtes ont plus d'importance que d'hommes, puisqu'on a fait arrêter cette autoroute alors qu'il y a énormément de morts chaque année sur la route, et on préfère bien sûr privilégier les crapauds pour qu'ils puissent traverser d'un côté à l'autre de la route. Voilà. Alors, on va faire réagir les vrais voix. Je trouve que la comparaison de Pierre est très pertinente. Il faut aimer les bêtes, mais il ne faut pas en abuser lorsque, par rapport à des projets essentiels, on les détruit à cause d'elles. Farid ou Anne, un mot pour... Farid, il a fait son petit regard vers le ciel, il s'est dit, comment je dois le prendre ? Je pense qu'il faut être un peu plus nuancé en réalité. Se pose la question de l'utilité effectivement de cette autoroute. Après, la biodiversité est quand même relativement importante. Alors sans exagérer, comme certains effectivement écolos peuvent le faire. En l'occurrence ici, je pense que ce sont des prétextes. La vraie question, c'est est-ce que cette autoroute qui est déjà en partie construite, et réalisée, et payée par nos impôts, effectivement, c'est pertinent ou pas? Effectivement, c'est plutôt là-dessus, à mon avis. Anne. Très court. Alors, moi, j'ai un coq à la campagne, donc évidemment, je suis très partisane dans cette histoire. Mais en dehors de quoi, je suis plutôt de votre avis, Farid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les moyens de l'État ont été engagés, qu'on arrête brutalement et brusquement, et comme par hasard, à une date qui politiquement est intéressante, ce chantier me paraît quand même un peu exagéré. Voilà. Merci Pierre, vous restez avec nous. Tout ça pour vous dire que moi j'ai 2 coqs autour de moi, et je voudrais pas qu'on les élimine tout de suite. C'est qui les 2 coqs? Parce qu'il y a... à votre avis? Il y a plusieurs mâles autour de vous. Oui, mais enfin... tous les jours. Oh là là. Ah oui. Oh non, mais le mec... le niveau, c'est brutalement élevé. Non mais je lui fais gentiment un compliment. Mais c'est gentil. Il n'écoute pas. C'est comme si je disais j'ai passé une très bonne nuit, mon amour. Mais à quel moment? Pourquoi tu dis ça? Mais quand? Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Ah ok, très bien. Bon. Mais Cécile acceptait le fait qu'il n'est pas vif. Allez, dans un instant, le réquisiteur du procureur. Je vais parler étonnamment de Bruno Retailleau. Ça c'est une surprise. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, tous les jours de vous accueillir, c'est un immense plaisir en tout cas, de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Si vous voulez discuter par exemple avec Philippe Bilger, débattre avec lui, parler de son livre par exemple, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Oui. Ou même de Retailleau. Il est dans votre livre. Ouais. Posez des questions à Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate, un public affaires, cabinet de relations publiques internationales, plein de choses intéressantes à dire, ou avec Farid Temsamani, qui est porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière, ou avec tout simplement Philippe David. Alors là, on parle de sport, de saucisses, de tout ça. Quoi. De calembours. De calembours, par exemple, entre autres. Et en attendant, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Et de quoi tout le monde. On va parler de la date limite. C'est ce soir minuit pour adhérer à LR et choisir entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. On va parler aussi de Gisèle Pellicot et Léon Marchand. Ils font partie des 100 personnalités les plus influentes de la planète en 2025 selon le magazine américain Time. Et puis des chercheurs qui pensent avoir trouvé une planète pouvant abriter la vie à 124 années-lumière de nous. Une paille en 3 mots, minuit, personnalité et exoplanète. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un réquisitoire dans lequel vous avez parlé, c'est très surprenant, de Bruno Retailleau. Oui, je vais le comparer à Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, on le compare assez volontiers à cet ancien président. En 2007, Nicolas Sarkozy, de mon point de vue, avait fait la plus formidable campagne qu'on a jamais vue. Objectivement, précisément parce qu'il avait vendu, entre guillemets, une droite atypique, et en même temps, il avait récupéré
récupérer tout ce que la gauche s'est abusivement approprié depuis qu'elle existe. C'est-à-dire donc une vision d'une plénitude absolue. Et j'ai beaucoup aimé une analyse de ce politologue Jérôme Fourquet qui a indiqué qu'il ne fallait pas croire que Bruno Retailleau, s'il se présentait en 2027, pourrait faire forcément la même opération. Parce qu'évidemment, la situation du RN à l'époque et la situation de la droite en 2007 n'étaient pas du tout comparables avec celle d'aujourd'hui. L'analyse est limpide, je ne veux pas lasser vos intelligences en la développant plus longuement, et j'ai très peur du regard à la fois tendre mais sévère de Cécile. Et donc, voilà, je crois que c'est pas gagné si Bruno Retailleau décidait d'y aller tout de même. Anne Mazoyer, pour réagir, vous voyez Retailleau 2027 égale Sarkozy 2007 ? Non. Non, pas du tout. D'abord parce que c'est pas la même personnalité. Nicolas Sarkozy, on aime ou on n'aime pas, mais c'est la dernière rockstar en politique. C'est-à-dire qu'il arrive quelque part et il électrise l'auditoire, quel qu'il soit opposé ou favorable à sa candidature. C'est pas le cas de Retailleau, qui est beaucoup plus rationnel. Je veux dire, l'adhésion à Bruno Retailleau, c'est véritablement sa défense de la sécurité. Ce sont ses propos et ses prises de position sur l'immigration et sur la nécessaire, je dirais, récupération de l'autorité de l'État. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus austère que ne l'était Nicolas Sarkozy. Les temps le sont aussi, vous me direz. Mais cela étant, je pense que Bruno Retailleau redonne confiance dans la politique, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy pour toutes les raisons que nous connaissons. Farid Temsamani. Alors effectivement, je rejoins, c'est absolument pas comparable, parce que les époques ne sont pas comparables, mais là où potentiellement Bruno Retailleau peut réussir, c'est qu'il peut rassembler notamment ce qu'on appelle la France périphérique, notamment la province au sens très large. Ce que Nicolas Sarkozy avait rassemblé, mais ce n'était pas son leitmotiv. Nicolas Sarkozy, ce qui rassemblait, c'était les différentes identités. D'ailleurs, on sait que finalement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est possible pour uniquement cette raison. Alors après, la droite étant à l'époque sortante, faut pas oublier, c'est qu'on était sous Jacques Chirac, et donc du coup, c'était un peu plus aisé. Et puis, excusez-moi de le dire, en face de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était relativement faible, d'une certaine manière. Je ne suis pas certain qu'on soit dans la même configuration. Merci beaucoup, messieurs et madame, surtout les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont minuit, personnalité et exoplanète. Les dés seront jetés à minuit chez les Républicains pour voter Retailleau ou Wauquiez, date limite pour adhérer, pendant que Saint-Pierre et Miquelon lancent une campagne de com pour se refaire une image. Oui. Gisèle Pellicot et Léon Marchand font partie des 100 personnalités les plus influentes de la planète en 2025 dans le classement du magazine américain Time. Et puis, y a-t-il de la vie sur K2-18b, une planète à 124 années-lumière de nous? Des astronomes, en tout cas, disent avoir des indices prometteurs d'une vie océanique pouvant accueillir une vie microbienne. Les vraies voix Sud Radio. Tic-tac, tic-tac, dans quelques heures, il sera trop tard pour adhérer à LR. Dommage que Françoise Degois ne soit pas là, j'aurais pu lui rappeler. Passé minuit, il sera trop tard pour adhérer afin de voter le mois prochain. Les effectifs, d'ailleurs, chez les Républicains sont passés de 43 000 à 100 000 en quelques semaines en vue de cette élection du président du parti. Les 2 candidats jettent donc leur dernière force avant la clôture des adhésions. En meeting en Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, confie aux militants être, je cite, « ravi de faire défaillir les belles âmes ». Bruno Retailleau crédité de 65% de vœux d'élection auprès des sympathisants LR. Les sympathisants, attention, pas les adhérents. Et justement, le président du groupe LR de l'Assemblée, Laurent Wauquiez, croit dur comme fer en ses chances. C'est pas que je pense que je vais gagner, c'est que je suis convaincu que je vais gagner. Parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Moi, je propose pas un duel, je propose un duo. Je propose qu'on soit chacun dans notre rôle. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, et ça nécessite un temps plein, vu l'explosion de l'insécurité. De l'autre côté, ce que moi je peux apporter, c'est-à-dire ces nouvelles propositions, cette proposition de rupture, et surtout une parole libre. Parce que je ne suis pas sous l'autorité d'Emmanuel Macron, de François Bayrou. J'ai fait ce choix,
Moi, je suis libre. Laurent Wauquiez chez nos confrères de BFM TV, campagne qui en tout cas va laisser des traces à Saint-Pierre-et-Miquelon où il voulait envoyer les étrangers sous OQTF. L'archipel français proche du Canada lance donc une campagne de communication pour transformer ce bad buzz en mauvais français avec des slogans par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, 146 jours de pluie, 365 jours de bonheur. C'est ce que promet le Conseil territorial qui décline sur les affiches le sigle OQTF à toutes les sauces. On vient en quête de tranquillité familiale. On quitte tout facilement ou encore ouvrier qualifié pour travailler dans le froid. C'est impressionnant quand même, 43 000, 100 000. Hein. Oui. On n'a pas le temps. Bah oui. Deuxième mot. Je l'avais compris. Ouais. Deuxième mot, classement. 2 Français figurent dans le top 100 des personnalités les plus influentes selon le magazine américain Time. Oui, beaucoup de membres de la nouvelle administration Trump, forcément sans surprise, dans cette liste annuelle des personnalités les plus influentes de la planète. Mais dans ce cru 2025, on trouve aussi 2 Français qualifiés d'icônes par le Time. Celui qui a fini les JO avec un placard de médailles, dont 4 en or. Léon Marchand dans ce top 100, mais aussi Gisèle Pellicot. Le magazine Time salue son courage d'avoir refusé notamment le huis clos lors de ce procès de son ex-mari, procès qui a connu un retentissement mondial. En voici d'ailleurs une nouvelle preuve. En bref, ces chutes de neige impressionnantes du côté de Tignes. Des routes, des rues entièrement recouvertes de neige en Savoie, tempête de neige si abondante que les habitants de Tignes ont été confinés chez eux aujourd'hui. D'ailleurs, nous serons en ligne avec un saisonnier de la station de sport d'hiver savoyarde. Ça sera dans l'info en plus vers 18h15 dans les vraies voix. Troisième mot, exoplanète. Des astronomes estiment avoir des indices prometteurs d'une vie extraterrestre. Oui, planète située à 124 années-lumière de la Terre. Son petit nom, c'est 4218b. Vous le saurez si jamais vous voulez vous y installer un jour. En tout cas, en utilisant le télescope spatial James Webb, une équipe de chercheurs américano-britanniques a détecté dans son atmosphère à cette planète des signes de composés chimiques qui peuvent laisser espérer une vie océanique qui serait propice au développement d'une vie microbienne. Et la vie, ça commence par les microbes. Sur Terre, ce sulfure de diméthyle notamment est uniquement produit par des organismes en tout cas qui vivent dans l'océan et il a été repéré sur place. Pour autant, faut attendre un peu avant de prendre le billet puisque d'autres chercheurs estiment que cette planète est trop proche de son étoile et qu'il y règne une chaleur infernale et qu'on serait donc plutôt sur des océans de lave, autrement dit, pour développer la vie ou le tourisme spatial, ça serait un peu compromis. Donc à voir quand même. Voilà, j'ai cru que c'était le prénom d'un enfant d'Elon Musk. Non, oui, ça pourrait. Moi, je viendrai résilier mon billet d'avion. J'irai pas tout de suite. Merci Félix Mathieu. Vous êtes capable d'y aller. Mais moi j'adorais. J'adorais aller voir ce qui se passe ailleurs. Moi aussi. Vous croyez aux extraterrestres Moi, oui. Le 7e ciel au propre. Moi j'en ai rencontré depuis ma carrière, mais bon, je suis... Patrick Roger. Non, je donne pas de nom. Ils se reconnaîtront si je les regarde. Voilà. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Ça me rappelle un film. J'étais sûre qu'il allait sortir. Restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, on reviendra sur ces attaques de prison. La piste du narcotrafic se précise, je vais y arriver, après l'arrestation de complice Mohamed Abra. Alors parlons vrai, est-ce que entre filières internationales d'approvisionnement et de blanchiment, on ne peut pas lutter contre le narcotrafic sans l'aide des autres pays? À cette question, peut-on gagner la guerre contre le narcotrafic sans une coopération internationale? Vous dites non à 67%. Oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, vous êtes peut-être 1 10 000 et quelques à vous abonner sur notre chaîne YouTube, je ne sais pas. Maxime va nous dire, si c'est 1 million 10 000. Un peu plus d'1 million 10 000. Voilà, un peu plus, c'est peut-être vous. Et si ça n'est pas vous, je vous incite en tout cas à vous abonner, bien entendu, puisque autour de cette table, Philippe Bilger est bien entendu abonné à notre chaîne, on est d'accord. Voilà. Farid Temsamani est abonné à notre chaîne, bien entendu. Et puis Anne Mazoyer aussi. Absolument. Évidemment. Il plus soit, j'ai envie de dire. Et tout de suite, chers amis, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Derrière les murs de cette prison à Bucarest,
Mohamed Amra vient de passer son 2e jour en détention. Arrête-toi, discute. Individu en fuite. Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien. Après 9 mois de cavale, l'ex-fugitif le plus recherché de France a été présenté à un juge. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne nous donne les moyens de travailler? Il a d'abord été aidé par une autre personne, un homme d'origine albanaise. Faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Autour de Mohamed Amra existait le déploiement d'une organisation criminelle déterminée. Fernando D. Il est interpellé le 24 février dernier dans cette villa de luxe en Espagne. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. On a failli crever là-bas. Le narcotrafic est derrière les attaques contre les prisons. C'est une grande question en tout cas et on aimerait bien avoir cette réponse. Un mystérieux groupuscule de le DDPF a revendiqué ses raids officiellement pour défendre les droits des détenus. Il aiguillerait en réalité vers une piste liée au narcotrafic. Alors parlons vrai, faut-il taper du poing sur la table avec les narco-États? Et à cette question, peut-on gagner la guerre contre le narcotrafic sans une coopération internationale? Vous dites désormais non à 71%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sylvain André est avec nous, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance pour le Bas-Rhin, le département frontalier donc confronté à cette problématique. Bonsoir Sylvain André, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. De la même manière que le narcotrafic met en œuvre des réseaux internationaux, il est évident que la lutte contre le narcotrafic impose une coopération internationale. Donc sur ce plan-là, la question de Sud Radio appelle une réponse immédiate. Deuxième élément, je continue, peut-être le seul aujourd'hui, enfin très immodestement, à penser que peut-être que la piste du narcotrafic, avec la structure collective qu'elle impose, l'idéologie qui est derrière, n'est peut-être pas forcément celle qui domine dans l'interprétation de ces actes de violence, même si on a arrêté un homme, un libéré conditionnel, qui, à 30 ans, probablement rentre dans la catégorie de ceux qui s'en prennent à l'institution judiciaire et pénitentiaire. Mais c'est évident qu'il faut une coopération internationale. Anne Zoyer. Alors, il y a déjà une coopération internationale, mais qui est très compliquée, surtout au niveau européen, parce que c'est très lent. Parce qu'en fait, comme vous le savez, les trains de mesure au niveau européen sont excessivement pénibles, parce que il y a des procédures administratives très lourdes, et donc elles s'appuient principalement sur des histoires de sanctions, alors qu'il faudrait effectivement agir, et peut-être agir en sous-main. Il y a des États avec lesquels on pourrait aussi mener des négociations, c'est la Chine et puis l'Amérique du Sud, puisque ce sont les deux pays principaux d'où proviennent les produits, je dirais, dont on parle. Mais c'est compliqué. Et puis, il y a aussi un autre pays avec lequel, mais c'est encore plus compliqué pour des raisons géostratégiques, c'est Dubaï, puisque à Dubaï, vous avez Oui, bien sûr. L'émirat de Dubaï, qui est désigné comme, je dirais, aujourd'hui, le centre du narcotrafic mondial. Et ça devient plus compliqué parce qu'on sait tous qu'il y a des couvertures qui existent dans ce pays pour pouvoir couvrir les agissements des narcotrafiquants. Voilà. Donc c'est compliqué. Farid Temsamani. La coopération, comme ça a été dit, en fait, elle existe déjà. Je vais prendre un cas très concret. Souvenez-vous, lors des attentats de 2015, lorsque les terroristes étaient cachés, on a réussi à les découvrir, notamment à Saint-Denis, parce que grâce à la coopération d'abord du narcotrafic, qui nous a amené à des terroristes, notamment avec le Royaume du Maroc, pour parler très clairement. La coopération, elle existe. J'ai juste l'impression que nous sommes complètement dépassés, que nous ne mesurons pas ce que véritablement est le narcotrafic dans un pays comme la France. On pensait jusqu'à il n'y a pas très longtemps que le narcotrafic, ça concernait quelques quartiers populaires, certaines banlieues. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'aujourd'hui veut dire le narcotrafic. Le narcotrafic, pour ceux qui ont la chance de connaître cette magnifique île, par exemple, de la Martinique, toutes les nuits, c'est pas de temps en temps, c'est toutes les nuits, vous avez des bateaux qui larguent de la cocaïne en provenance de l'île en face, notamment ne serait-ce que Sainte-Lucie. Les autorités aussi éveillées qu'elles peuvent être, en fait, sont complètement débordées. Sur la métropole, et c'est là qu'il faut faire très attention. On parle de Dubaï à juste titre, parce que le blanchiment d'argent se fait notamment à Dubaï, mais on n'a pas besoin d'aller à Dubaï, on a un pays qui est fondateur
fondateur de l'Union européenne, qui est frontalier avec la France, pour pas le citer, qui justement est une plaque tournante justement du blanchiment d'argent. Mais ce qu'on... Vous voulez parler du Luxembourg. Exactement. Là où on s'aperçoit qu'en fait on l'est complètement dépassé, c'est que jusqu'à présent, on avait quoi? Essentiellement de la restauration qui faisait du blanchiment, etc. Aujourd'hui, on avait jusqu'à dans les années 90, jusqu'aux années 2000, même des campagnes politiques qui étaient financées par les petits caïds de certains quartiers. Ça existait. Aujourd'hui, nous sommes complètement dépassés. Aujourd'hui, vous avez des institutions qui sont gangrénées. Oui. Vous avez des entreprises qui sont financées. Et notamment, je veux pas caricaturer, mais notamment dans la nouvelle technologie, où en fait on a passé un stade et on se rend pas compte. Ça s'appelle tout simplement la mafia. Pour revenir à l'action justement qui est menée contre les prisons, j'ai un doute comme Philippe Bilger. Pourquoi? Parce que le narcotrafic généralement n'aime pas trop la mauvaise communication, la mauvaise publicité. Souvenez-vous, pourquoi il n'y a pas d'attentat du côté de Marseille? Pourquoi? Parce que le principe des attentats ou le principe de ce type d'action vous amène par définition à amener de l'autorité très très fortement sur le moment, etc. Mais du côté de Marseille, en réalité, qui est gangréné comme pas possible par le narcotrafic, en réalité, vous avez un équilibre qui fait que surtout, il ne faut pas d'histoire, pas de bagarre. Et quand il y a malheureusement des crimes, parce qu'il y en a exactement, en fait, c'est très 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 vite balayé parce que le narcotrafic n'aime pas la mauvaise publicité, malheureusement ou heureusement. Et donc, j'ai bien peur que, je vais utiliser le terme de mafia, qu'on n'aime pas trop utiliser dans notre pays parce que ça nous renvoie toujours, notamment à l'Italie, à la Sicile, etc. À la mexicanisation. Exactement. Mais j'ai bien peur que nous sommes vraiment dans cet état. Sylvain André, vous êtes secrétaire départemental du syndicat de Police Alliance dans le Bas-Rhin, donc un département frontalier. Vous êtes d'accord avec ce qu'on dit les vraies voix et que quelque part, on a peut-être déjà une Camorra ou une Dragheta en France, ou plusieurs, et qu'on ne le dit pas par peur de paniquer la population ou par politiquement correct? Effectivement, en France, le narcotrafic est bien présent. Il ne faut pas non plus se cacher. Il faut ouvrir les yeux. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une véritable menace sur notre territoire et qui appelle une réponse de la communauté internationale. Ça, on vous rejoint à 200%. Malheureusement, vous savez très bien comme moi que les tests juridiques dans les différents pays sont différents. Nous, en France, effectivement, on applique une politique forte. À l'heure d'aujourd'hui, avec la création de ce parquet national contre la criminalité organisée, qui va permettre effectivement de donner les moyens, parce que les moyens, c'est peut-être la priorité aussi. Alors d'aujourd'hui, la police judiciaire est en pleine souffrance. Vous l'avez bien vu par moi comme encore hier avec le mouvement de protestation de la BRI, qui est une unité qui lutte contre justement le narcotrafic, à qui on donne pas les moyens malheureusement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si on veut vraiment lutter contre le narcotrafic, malheureusement il va falloir s'y donner les moyens. Ensuite, au niveau coopération internationale, effectivement, elle est bien présente cette coopération. On a Europol, Interpol, effectivement, et également des négociations avec les différents pays. Mais malheureusement, certains pays, vous savez très bien comme moi, eux, la mafia est bien présente et surtout la corruption également. Est-ce que vous craignez, en tout cas c'est mon angoisse à moi, si j'ose dire, les phénomènes de corruption au sein des groupes, des structures qui sont précisément chargées de lutter contre les narcotrafiquants? J'ai l'impression que aujourd'hui c'est un danger qui devient de plus en plus présent. Oui, tout à fait. La corruption, elle est bien présente aussi. Il ne faut pas se cacher non plus en disant qu'il n'y a pas de corruption au niveau de la coopération internationale. Il y a bien même en France certainement de la corruption. Ça c'est clair. Effectivement, elle est condamnée lorsqu'elle est prouvée, mais de la corruption il y en a. Je veux dire, quand vous voyez des tonnes et des tonnes de drogue qui passent par les différents ports et aéroports, pour moi il y a de la corruption. Mais il y a de la corruption qui est pas forcément voulue. Elle est imposée parfois. Alors elle est imposée par des systèmes de violence, d'intimidation et autres, on le voit très bien. Maintenant, quand vous avez certains personnels dans les ports qui ont des salaires vraiment minimum et qui subissent une pression avec évidemment des menaces sur leur famille, c'est humain, on lâche. Farid Temsamani. Alors, sur la corruption, je pense que ce qui peut encore un peu sauver notre pays, c'est que les institutions, notamment judiciaires, ne sont pas à ce stade-là encore, contrairement malheureusement à d'autres pays, pour l'instant. Mais ça a été parfaitement souligné, notamment les opérateurs privés. Le port du Havre, c'est à peu près 3 millions de conteneurs annuels. Le port du Havre, il est impossible de contrôler 3 millions de conteneurs. Et donc, vous avez forcément des sources de gens qui sont corrompus ou qui sont complices. Et c'est ce qui permet, malheureusement, à une partie de la drogue d'arriver sur le territoire. À la clé, au Havre. Et en plus, effectivement, avec le crime.
Alors, un des moyens qui est proposé actuellement, alors je ne sais pas si ça sera mis en œuvre rapidement, c'est d'utiliser certains champions français et européens dans les nouvelles technologies justement, qui utilisent l'intelligence artificielle et le traitement des données de masse pour essayer justement de pouvoir contrôler, vérifier ces stocks, de pouvoir suppléer le manque, je dirais, de personnel aussi, et pouvoir arriver à exercer en tout cas une forme de contrôle qui soit peut-être plus pertinente. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre histoire. Alors, après, il y a beaucoup d'intelligence chez ces gens-là, donc ça va très très vite quand même. Non mais c'est complètement vrai, parce que les narcotrafics utilisent également les moyens technologiques aujourd'hui. Bien sûr. Moi, et même avant nous. Hein. Et même bien avant nous. Vous savez, les drones. Oui. On parle des drones aujourd'hui, notamment dans la guerre technologique, notamment sur le conflit ukrainien. Mais les narcotrafiquants, ils n'ont pas attendu justement pour utiliser des drones. Vous avez aujourd'hui des drones, pour une région que je connais un peu, le détroit de Gibraltar, dont les drones en fait font la navette régulièrement. C'est à peu près, un drone peut aujourd'hui, les meilleurs d'entre eux peuvent utiliser jusqu'à 200 kilos de charge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 200 kilos de drogue au prix. Ils n'ont pas attendu 2025, les narcotrafics. Là où je voulais, l'intervenant à juste titre, c'est une question de moyens en réalité. Bien sûr que la technologie va aider à pouvoir lutter contre le narcotrafic, mais je vous ai dit 3 millions de conteneurs annuels à contrôler. On sait pertinemment quelles sont les routes. Très bien que les Caraïbes et notamment l'Amérique du Sud, en fait, sont et connus. en plus, ils en changent tout le temps. Donc, la difficulté, c'est est-ce qu'on a les moyens derrière de vraiment lutter? Et ça, on en revient toujours à la même question. Lorsque vous avez un chauffeur-livreur qui péniblement va toucher 2000 € de salaire et qu'on arrive et qu'on lui dit en une action, je paye 10 ans de ton salaire, bah, malheureusement, pour certains, ça peut faire réfléchir. On part au 0826 300 300 avec Pierre de Toulouse. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans la coopération internationale? Je crois surtout que lorsqu'il y a des vendeurs, c'est parce qu'il y a des consommateurs et que dans un premier temps, on devrait peut-être aussi se pencher sur ce cas. Moi, je remarque quand même qu'en France, avant de parler de l'international, il y a beaucoup de terrains que l'on voit où il y a du cannabis qui a été planté et donc il y a une consommation franco-française. Et je crois que si on veut y mettre un terme, il faudrait qu'on fasse peut-être un contrôle salivaire tous les 5 ans de l'ensemble de la population française pour que justement on puisse mettre en garde la population en disant attention, vous fumez du cannabis, vous sniffez de la coke, ça va être peut-être à terme une rupture de contrat, ne serait-ce que pour les mutuelles, pour les assurances vie, et là à ce moment-là peut-être qu'on arrivera. Mais je crois que tant qu'on aura des consommateurs, évidemment qu'il y aura toujours des vendeurs, et vous pourrez mettre n'importe quel moyen, je pense que le problème ne se réglera pas comme ça. Mais la question de s'attaquer aux consommateurs, Philippe, elle a été évoquée plein de fois en augmentant le prix de l'amende, voilà, mais est-ce que c'est vraiment... En général, c'est vrai, la proposition de Pierre n'est pas du tout absurde. C'est une minorité qui propose ça, parce qu'on pense que c'est impossible à un moment donné de s'en prendre aux consommateurs, parce que notamment on a parfois une conception tristement romantique de l'usage de drogue, qui serait le moyen de remédier à des difficultés d'être. Quand on voit, comme vous l'avez très bien dit, Farid, derrière l'amas d'argent, on voit mal la métaphysique là-dedans. Sylvain, est-ce que pénaliser les clients, maintenant l'amende elle est à 135 €, je crois, mais il y a un taux de recouvrement qui est très faible, aux alentours de 30%, il me semble, vous allez me reprendre si j'ai dit une bêtise. Est-ce que ça peut être vraiment dissuasif ? Alors ce qu'on appelle c'est les amendes forfaitaires délictuelles, donc qui sont régulièrement établies lors de contrôles qu'on appelle les places nettes ou autres, ou les contrôles différents au quotidien par mes collègues sur le terrain. L'efficacité, vous savez, quand vous êtes consommateur et que vous en avez besoin de cette drogue-là, payer les 135 € d'amende, c'est pas un souci, il va les payer et il va aller rechercher sa cam. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une addiction, automatiquement, je pense que c'est plutôt à la santé de prendre en compte aussi ce problème. C'est un vrai souci, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter, faut aller chercher, taper au portefeuille, mais directement sur le compte, parce que
Après, je crois est-ce qu'on n'a pas fait des modifications dans ce domaine? Il me semble tout de même. Gérald Darmanin, on avait parlé à l'époque où il était ministre. Est-ce que ça a été mis en œuvre? On voulait augmenter l'amende forfaitaire, qui était à 135. parce que c'est un moyen. Après, on a des politiques de dépénalisation de certains politiques qui parlent de ça en disant regardez ce qui se passe ailleurs, mais ce qui se passe ailleurs pour les gens, en tout cas pour les pays qui ont légalisé le cannabis, c'est aussi une catastrophe. Ils font marche arrière aujourd'hui. Oui, le pays le plus connu qui étant les Pays-Bas. Les Pays-Bas, aujourd'hui, quand on sait ce que le narcotrafic impose comme menace pour vraiment la souveraineté de ce pays-là, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils essayent de faire feu de tout bois pour faire marche arrière. La difficulté, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on est toujours en retard. C'est qu'on en est encore dans une, comme l'a dit Philippe, dans une culture un peu romantique du consommateur du cannabis. Mais là, ce qui arrive d'Amérique du Sud, ça n'est pas du cannabis. C'est vraiment de la cocaïne avec des effets désastreux sur une partie qui domine le marché. Exactement. Parce que le prix s'est effondré. Parce que le prix s'est effondré. Et donc, du coup, vous avez des consommateurs de plus en plus jeunes, des consommateurs de plus en plus réguliers, et ça a un impact sur le reste de la société d'une manière très violente, malheureusement. Justement, Sylvain André, quelle est la drogue qui pose le plus de problèmes aujourd'hui pour les services de police? On parle souvent des règlements de compte dus au cannabis, notamment à Marseille, parce que là, c'est la porte d'entrée du cannabis en France, mais pas que probablement. C'est le cannabis, c'est la cocaïne. On parle pratiquement plus de l'héroïne. Et puis après, il y a toutes les drogues de synthèse. Il y en a plein, oui. Ah oui, alors vous avez effectivement ce phénomène, le cannabis qui est connu pour étant la substance préférée des Français, on en a tous conscience, mais on a effectivement cette montée en force de la cocaïne. Comme vous avez dit, le prix a vraiment chuté. Il y a plus de 20 ans, c'était pratiquement 80 € le gramme. À l'heure d'aujourd'hui, vous arrivez à trouver même sur certaines places à 40 € le gramme, donc 50% en moins. Ça incite effectivement la consommation. C'est devenu, avant c'était la drogue du riche, maintenant on va dire que c'est devenu banal. Je veux dire de trouver des pochons de cocaïne dans les poches de certains individus, ça devient un quotidien, quoi. Merci beaucoup en tout cas Sylvain André, secrétaire départemental du syndicat Police Alliance pour le Bas-Rhin. Pas mal d'appels au standard, malheureusement on n'a pas le temps de les prendre. Pierre, vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On fera une petite pause tranquille et de blagues, ça va nous faire du bien. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300, n'hésitez pas, on est là pour vous, en tout cas pour vous donner la parole jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce sont les mi-termes de cette émission. Vous avez raison, Cécile. Absolument, non mais c'est important de le dire. C'est moite-moite, comme on dit en français, c'est moins chic, je trouve. Oh non, mais c'est mi-term, c'est parfait. Oui, mi-term. Avec autour de cette table, Anne Mazoyer, qui est avec nous, fondatrice de Fair Value Corporate et Public Affaires, cabinet de relations publiques internationales. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fier. Et Philippe Bilger, bien entendu, autre président de l'Institut de la Parole. Voilà. Il est aussi auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Philippe David, vous avez un truc à dire ou pas? Non, tout va bien. Taisez-vous jusqu'à l'éternité. Allez, on est avec Pierre qui est avec nous. Et c'est à vous de lancer le qui c'est qui l'a dit, Pierre. Alors, avec Sud Radio, c'est qui c'est qui l'a dit, mais surtout l'antenne est ouverte à qui c'est qui ne l'a jamais dit. Très bon. Pierre, qui c'est qui l'a dit? J'ai déposé une proposition de loi pour faire un jour férié en plus le 18 mars, qui est le point de départ de la Commune de Paris. C'était ce matin? Oui. C'est le fameux Antoine Léaumont. Très bien, oui. Antoine Léaumont, député LFI. Dites donc, vous voulez pas l'aider non plus? Ben non, mais il l'a dit, le fameux Antoine Léaumont. Non, il a dit, c'était ce matin? Vous avez répondu oui. Et après ça, c'est nous qui trichons. C'est une preuve. Bravo, Cécile. Avec un avocat général comme ça, mais je suis pas un fin limier. Mais je suis juste, c'est tout. Vous n'êtes pas. Non, mais c'est grave. Tous les jours, ça se reproduit. C'est dingue. Et après, on dit que c'est Philippe et moi qui trichons. Récidiviste. Multi-récidiviste. Oui. Pierre, qui c'est qui l'a dit sur la visite de Marco Rubio et Steve Witkoff à Paris? Les États-Unis redécouvrent l'Europe. Il était temps. Alors là, je ne sais pas. Cuit.
Un oiseau, cuit. Ah oui. Oui, mais cuit. Bah, vous l'avez dit. Bonne réponse. Je l'ai dit, l'oiseau. Bravo. Là, il l'a pas du tout aidé avec cuit. Mais je l'ai pas aidé, lui. Voilà. C'est pas possible, ça, il m'énerve, il m'agace. C'est à vous, Cécile. Mais je vous aime quand même, hein, Philippe moi David. aussi. Bon, bref. Allez, c'est qui l'a dit? Avant de s'occuper de Kiev, il faut s'occuper de Marseille. Pierre. Rotaillot? Non. Il a été plusieurs campagnes présidentielles, il s'est présenté. C'est pas Dupont-Aignan. Qui ça? Dupont-Aignan. Ah, Dupont-Aignan. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Ah bah Pierre qui est de Toulouse, ça vous fait rire. L'aviation, ce n'est pas une industrie d'avenir. C'est pas une industrie d'avenir. Oh là, c'est ça c'est moins écologique. Oui. Je sais pas. C'est pas Tondelier? Non, c'est l'autre. Non, Sandrine Rousseau. Bonne réponse de Farid Temsamani. Carrie Bansilla. C'est-à-dire que quand on va à Toulouse, on voit que c'est pas du tout une industrie d'avenir. Ils ont un carnet de commandes à 11 ans, mais c'est pas grave. Non, ça se saurait. Hein. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Pierre? L'aviation, non pas du tout. Macron m'a dit, vous êtes la France. Alors c'est pas un homme politique, c'est une personnalité people et des médias très 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 connue. Stéphane Bern. Non. C'est pas Léon Marchand? Non. Il a un canapé rouge. Un canet Drucker. Bonne réponse de Philippe Bilger. Que j'aime beaucoup, mais qui est malade assez régulièrement, donc. Il est hypochondriaque, hein, vous savez, Michel à chaque Drucker. fois qu'on veut le voir, enfin, moi, je constate une chose, Philippe Bilger a eu 9 points, mais entre cuit et canapé rouge, il n'a pas du tout été aidé par Cécile de Ménibus. Mais tout le monde a été aidé. Tout le monde a été aidé. Mais tout le monde, je le dis, à la foule. À la Cécile a aidé. Et vous savez que quand je parle à Philippe Bilger, il n'y a pas un mur entre nous, c'est-à-dire que tout le monde entend ce que je dis. Non, mais il y a quand même une liaison hertzienne entre vous. Je pense que lui envoyer les réponses par télépathie. Non, elle n'est pas dangereuse du tout. C'est à vous qu'on va faire un test antidopage, c'est pas possible. Mon Dieu. Pas du tout Fabrice, Pierre. Enfin. Pourquoi je vais vous appeler Fabrice alors que vous appelez Pierre? C'est quand même dingue. J'ai rarement vu un arbitre mauvais joueur. Bah oui, mais c'est fou ça. Hein. Il est mauvais joueur. Il est teigneux, hein, c'est fou. Teigneux comme ça. Mais qui aime bien, châtie bien. Ouais, bah, il doit bien nous aimer alors. Oui, châtiez-moi. Ouais. Pierre, on vous embrasse. Bon retour à Toulouse, même si vous êtes déjà, c'est pas grave. On vous embrasse. En tout cas, on a adoré votre présence. Dans un instant, le journal. Et dans quelques instants après, la météo qui n'est pas folichonne. Bon, il y a pire, hein. Il neige en haute montagne, les amis, il neige fort. On va en parler avec Rémi André. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. J'attends des excuses, mais ça fait longtemps que je les attends. Et qu'on les attend. Alors moi, je m'excuserai jamais, je vous le dis. Ah, mais c'est pas de vous, alors ça tombe bien. Ça m'arrange. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette deuxième heure des vraies voix. On finira jusqu'à 20h, mais avec Philippe Bilger autour de cette table, bien entendu, c'est jusqu'à 19h. Anne Mazoyer est avec nous, fondatrice de Fair Value Corporate en Public Affaires, cabinet de relations publiques internationales. Farid Temsamani serait avec nous aussi, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Avec Philippe David, on est ravis en tout cas d'écouter les messages que vous nous laissez sur notre répondeur 0826 300 300. On écoute. Oui, bonjour, comme tous les jours, j'écoute Sud Radio. Et là, ce matin, donc, il y a un député LFI. Et quand j'entends ce qu'il dit sur la laïcité, je pense qu'il faudrait donner des cours de droit constitutionnel à ces gens-là. La laïcité est inscrite dans la Constitution. Et elle ne permet pas aux religions de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la laïcité, c'est le droit de pratiquer sa religion dans le respect des lois de la République. C'est écrit noir sur blanc. Donc ces gens-là, déjà, devraient apprendre ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Martine Deloche. Oui, et c'était Antoine Léaumont, le député LFI, qui était là ce matin. Je ne l'ai pas entendu ce matin, mais il est assez coutumier de choses inexactes. Antoine et Léaumont. donc, c'est très juste qu'a dit notre auditrice, dans la définition de la laïcité, c'est impeccable. Anne Mazoyer ? Non seulement la laïcité, c'est fondamental pour notre République, mais ça doit le rester pour tous. Pour tous, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas, de temps en temps, vivre sa doctrine, sa religion. Et je dis ça parce qu'on est à quelques jours de Pâques, qui pour les chrétiens est une fête extrêmement importante,
comme pour les musulmans, d'autres fêtes le sont, pour les juifs aussi, et c'est extrêmement important pour ceux qui sont pratiquants de savoir qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. C'est toujours la même histoire. C'est l'ignorance des uns et des autres sur ce que est la laïcité. La laïcité, même si il n'existe aucune loi en France sur la laïcité, mais c'est le socle même de la République. C'est une loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Un des éléments de l'histoire de l'universalisme républicain dans la négociation très compliquée avec l'Église catholique, parce que l'Église en son temps disposer de la toute-puissance dans notre pays, et c'est un long processus. Et malheureusement, les uns et les autres d'ailleurs, très souvent en fait parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, notamment je suis désolé de le dire, ce député qui mélange des choses, disons-le, par clientélisme électoral, et je suis partisan. Depuis longtemps, malheureusement, personne ne veut actionner ce levier-là, d'éclairer définitivement ce que veut dire véritablement la laïcité. Vous avez les uns et les autres qui parfois disent tout et son contraire. La réalité, c'est que c'est un processus qui est propre à la France. C'est un processus qui s'est accommodé notamment à la réalité de la culture d'un pays, qui est essentiellement de la culture catholique, et il faut savoir l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'en fait il faut effacer tout signe religieux ou quoi que ce soit, parce que là le fait religieux c'est un autre élément, mais la réalité c'est que parfois lorsque vous avez de l'ignorance, eh bien les gens disent n'importe quoi. Merci en tout cas Martine Deloche pour cet appel 0826 300 300. Vous voulez en faire de même, bien entendu on vous attend au standard avec Aude aujourd'hui. Le coup de gueule de Philippe David dans un instant. Je vais demander des excuses des années après, mais qui ne sont jamais venues. C'est une proposition intéressante. Vous n'en présentez pas. Non, jamais. Non, j'avais 9 ans à l'époque. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table bien fournie avec Philippe Bigère, Anne Mazoyer et Farid Temsamani, il y a aussi Philippe David. Et il a, à cette heure-ci, toujours quelque chose à dire. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village très lointain puisqu'il s'agit de Phnom Penh. Pourquoi Phnom Penh ? Parce qu'il y a 50 ans aujourd'hui, le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge tombait aux mains des Khmers rouges. L'arrivée d'un pouvoir sanguinaire qui allait se surpasser dans la barbarie. Dès le 17 avril, la capitale était vidée de ses habitants, tous envoyés dans les campagnes pour construire un homme nouveau. Toute la modernité était détruite, comme les hôpitaux et leur matériel, les voitures. Il fallait repartir de zéro pour construire cet homme nouveau, qui n'allait pas tarder à crever de faim et à mourir à la tâche, mais à qui les Khmers rouges disaient qu'ils allaient construire à la force des bras un tunnel pour aller envahir les États-Unis. Vous avez bien entendu. Porter des lunettes, synonyme d'être intellectuel, parler français ou chanter de la musique contre-révolutionnaire signifiait peine de mort immédiate ou après une séance d'autocritique. Il y a 50 ans, le Cambodge comptait un peu moins de 8 millions d'habitants. À la chute du régime lors de l'intervention vietnamienne en janvier 79, entre 1,7 million et 2,5 millions de Cambodgiens avaient été assassinés par ce même régime. On aurait pu croire qu'un tel régime aurait été honni et vilipendé, mais en France, pas du tout. Libération titrait « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh et 7 jours de fête pour une libération », écrivant même « Le bain de sang annoncé ne s'est pas produit, bien au contraire, la protection des civils est apparue comme la préoccupation principale des forces de libération. L'humanité rouge exultait avec Cambodge, c'est la victoire du peuple en armes, tandis que Le Monde écrivait « La ville est libérée, il n'y a pas eu de résistance républicaine, on entend encore des coups de feu dans le centre-ville, mais l'enthousiasme populaire est évident. » Des propos soutenus par tout ce que la France comptait d'intellectuels de gauche, maoïstes en particulier, mais qui n'ont jamais, ou alors très timidement, été suivis d'excuses. Mais j'oubliais, quand des dictateurs de gauche massacrent des millions de personnes, c'est pour leur bien, puisqu'ils sont le camp du bien. J'aime beaucoup vos coups de gueule, Philippe, lorsqu'ils concernent, quand ils dénoncent des horreurs historiques et médiatiques. J'aime bien aussi les autres, ça va de soi, puisque par définition, vous êtes quelqu'un d'irréprochable. Mais là, c'est peut-être le plus grand scandale historique et médiatique, la manière dont pendant quelques mois, cette presse de gauche a continué à développer l'idée que ce massacre
2 millions de morts, au moins. Et donc, c'est très juste que vous rappeliez ça. Quand on pense qu'a écrit Le Monde, Libération, vous l'avez très bien dit, alors que c'est une horreur. Heureusement que des gens ont après dit la vérité. Notamment le premier, ça a été le père Ponchot et puis d'autres après. Alors, vous vous rendez compte que c'est 20 ou 30% du génocide complet des Khmers rouges au Cambodge. C'est énorme. C'est énorme, on se rend même pas compte. Et on n'a pas le compte exact, de toute façon. On n'a pas de compte exact. Et moi, ce que je trouve absolument scandaleux également, c'est que, en réalité, ça a duré 4 ans, cette histoire. Ça a duré 4 ans. Jusqu'en janvier 79. Exactement. Et que lorsqu'on a ouvert les portes de Phnom Penh à la fin, tout le monde a commencé à se rendre compte de la catastrophe. Et aujourd'hui, j'écoutais ça sur France Culture il y a quelques semaines, en fait, il y a des tas de... Depuis ces derniers mois, il y a toute une association qui s'occupe de traiter la communauté des morts et de faire non seulement le recensement, mais aussi de savoir qui étaient ces gens qui ont été assassinés. De 2 manières différentes, c'est-à-dire qu'il y a eu un génocide, et ça a été culturel et identitaire, mais il y a eu aussi le fait de laisser mourir les gens de faim. De pas de soins. Et pas de soins, puisqu'ils avaient détruit toutes les infrastructures, toutes les superstructures qui étaient nécessaires. Merci beaucoup, Philippe David. Pardon, juste, il y a un des chefs des Khmers rouges, je l'ai entendu, aucun regret. Ça devait être Yang Samri, je crois. L'info plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et en Savoie, la station de Tignes a été confinée aujourd'hui à cause des chutes de neige. Oui, avec des scènes assez étonnantes pour un mois d'avril. Des rues, des routes totalement recouvertes de neige. En Savoie, un manteau blanc à perte de vue jusqu'à 120 cm en altitude. À Val Thorens, une personne se trouve dans un état critique après avoir été ensevelie par une coulée de neige. Quand du côté de Tignes, donc effectivement, il a fallu confiner les habitants aujourd'hui par sécurité. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Benoît qui est saisonnier à Tignes. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On imagine que vous venez de passer une drôle de journée. Quelle est la situation à Tignes ce soir ? Oui, c'est assez surprenant. Après la situation, il neige. On est chez nous, on attend que l'épisode passe. On est bloqué chez nous pour l'instant, mais il n'y a rien de dramatique, mais une mesure surprenant, Une mesure de confinement, c'est un mot qu'on avait, qui nous ramène un peu en arrière, on va dire. En tant que saisonnier, vous aviez déjà vu une telle mesure, le retour de ce mot pour cause de neige ? J'avais jamais vu une telle mesure. Après, je préfère vivre le confinement dans ces conditions que dans les conditions du Covid. Donc, alors, on prend bien le mot. Il y a du monde à la station, Benoît, en ce moment ? Il y a du monde à la station, oui, quand même, il y a du monde, ouais. C'est pas non plus, on n'est pas dans les grosses périodes, mais il y a quand même du monde. Là, c'était un peu inattendu, vous y attendiez pas, à ces chutes d'aujourd'hui ? Non, je pense que les dernières informations qu'on avait eues, c'était hier soir, donc hier soir on savait, mais avant ça, non, et puis ce matin, c'est surprise quand même. Mais je n'y connais rien, Benoît, et le ski m'est relativement étranger. Mais c'est dangereux, pourquoi on est confiné ? Vous pouvez m'expliquer ? Là, je pense que c'est par rapport à la proximité des montagnes qu'on a autour de nous, où effectivement, il peut y avoir des avalanches un peu partout. Ah, d'accord. Il y a des risques d'avalanches ? Oui, il y a des puis là, la neige est tombée, elle était fraîche juste avant, on n'avait pas grand-chose. Donc, à mon avis, c'est pas très stable. Il y a une instabilité, oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Benoît, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de nos vraies voix. De quoi parle-t-on avec vous, Philippe On parle de l'abbé Pierre. Très bien. Farid Temsamani, le tour de table de l'actu. Honte dans le pas de vague. Ah, très bien. Anne Mazoyer. On va parler du go-no-go en termes de motion de censure. Ah, c'est vrai que ça c'est le pas bruit. du bonobo. Ah, j'étais sûr que vous alliez sortir ça. Voilà, on j'étais essaye sûr. d'élever le débat. Et Philippe Bigère, très bien. Et Philippe Bigère gâche tout, comme toujours. À propos de bonobos, on pourra parler un jour de copuline. Parce que les bonobos sont des petits êtres extraordinaires, c'est des petits singes merveilleux, qui sont particulièrement portés sur la sexualité. Ah, tiens, ça vient d'intéresser Philippe David. Allez, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez bien entendu aller sur Instagram aussi, sur TikTok, sur LinkedIn, sur X, un peu partout. Vous ne pouvez pas nous échapper, je vous le dis tout de suite. On vous cerne et on est très content de vous cerner. Philippe Bilger est avec nous, Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate, un public affaires, cabinet de relations publiques internationales. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et délégué général du think tank France Fière. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Eh ben, tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. La grâce de ce jingle qu'on adore. Philippe Bilger, l'abbé Pierre, on aurait su la papoter depuis 1955. Alors ça fait longtemps que sur ce plan, je trouve inadmissible l'attitude de l'Église qui connaissait depuis un certain temps, pour être euphémisé, les frasques et beaucoup plus graves commises par l'abbé Pierre, mais on vient d'apprendre, un livre vient d'être publié, et s'il est exact dans ce qu'il affirme, dans ce qu'il écrit... Je vais citer le livre, si vous permettez, ça s'appelle L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint, chez Alary Éditions. Absolument, merci ma chère Cécile. Eh bien, apparemment, c'est très intéressant, la papauté dès 55 aurait alerté un évêque, le cardinal Renard, pour signaler qu'il y avait pour le moins des problèmes dans les comportements de l'abbé Pierre. Et cet ecclésiastique Renard, ce qui m'a intéressé à l'époque, a répondu ce que beaucoup ont dit aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'il avait commis des horreurs, mais qu'il avait fait du bien à côté. Et donc l'affaire s'est tassée, et les documents sur lesquels la papauté s'était appuyée pour signaler cela ont disparu. Et c'est seulement depuis quelques années qu'ils ont réapparu et que l'Église française s'est enfin sérieusement penchée sur les transgressions, les agressions de l'abbé Pierre. Je ne supporte plus cette Église qui, au lieu de dire immédiatement la vérité sur ce qu'elle a constaté, cherche à noyer le poisson, même si c'est sur un mode religieux. C'est scandaleux et donc c'est très intéressant. La papauté, d'une certaine manière, avait alerté dès 55. L'omerta, encore et toujours, Encore et toujours. Pourquoi? Parce que on n'est plus à la même époque non plus. C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire, déclarer ce genre de choses en 55, 65, même 75, ça n'aurait pas été ni politiquement correct, ni religieusement correct. Aujourd'hui, maintenant, tout est sur la table, ou pratiquement. Donc, effectivement, on peut remonter jusqu'au calende grec, ou pratiquement, et on se rend compte que peut-être le Vatican a pris certaines positions et autres. Mais si on va par là, il y avait vraiment une omerta sur tous les sujets. Si vous regardez pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé également avec le Vatican, c'est quand même pas exceptionnel dans le genre. Dans le genre transparence, dans le genre courage et détermination, enfin voilà, on peut. Mais l'époque était différente. Aujourd'hui, cette transparence que nous décrions tous, parce qu'elle finit par tout aseptiser, a quand même aussi un bon côté, c'est qu'on est obligé de dire les choses. Donc, et les évêques de France demandent aujourd'hui des éclaircissements à la papauté. Très intéressant. Farid Temsamani. Au-delà du personnage qui était l'abbé Pierre, il ne faut jamais oublier la victime, les victimes, en l'occurrence, celles qui ont eu le courage de parler, bien plus tard certes, et toutes celles qui sont parfois décédées avec le secret, en réalité. Là où c'est choquant, alors, peut-être que l'époque était complètement différente, mais on parlait en off tout à l'heure du bien, du mal. C'est quelque chose qui, pour moi, est relativement basique. Enfin, voilà, j'essaie d'éduquer mes enfants dans cette logique qui est relativement basique. Bien sûr que ça peut choquer parce que c'était une institution ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut pas avoir la main qui tremble face, je suis désolé, à toutes ces complices. Parce que derrière les victimes, ce sont des gens qui ont été complètement bousillés. Et je vais faire un parallèle qui n'est pas forcément le bon. Betaram, où des gens savaient
et qui aujourd'hui osent encore aujourd'hui essayer de noyer le poisson, parce que c'est à peu près ça également. Et ben moi je trouve ça toujours scandaleux. Merci beaucoup Philippe Bilger. Anne Mazeuillet, motion de censure, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? En tout cas c'est le bruit qui court aujourd'hui. Alors, motion de censure, bonne ou mauvaise idée, ça n'est pas de mon ressort de pouvoir en juger. Ce sera les partis qui prendront position, et je pense qu'ils sont en embuscade, en tout cas pour l'opposition au pouvoir en responsabilité actuelle. Je suis absolument convaincue, je ne suis pas la seule du reste, à me dire qu'ils vont attendre le moment propice, et le moment propice, ce sera le moment de la discussion de certaines réformes très difficiles qui se tiendra probablement plutôt à la rentrée. Ce qui est certain également, c'est que je ne pense pas qu'on en arrivera à une dissolution, parce qu'on sera à 1 an et demi donc de la campagne présidentielle, même pas, on sera à 1 an de la campagne présidentielle. Mais ce qui est certain aussi, c'est que la motion de censure, elle arrivera. Et elle arrivera sans doute au pire moment, parce que la rentrée est toujours une rentrée très sociale, et que les questions d'argent, les questions d'augmentation des impôts, c'est une chose, mais ça ne fera pas réagir grand monde dans les semaines à venir. En revanche, la réforme des retraites, oui, sans doute. Et ça sera probablement ce qui fera vaciller le gouvernement Bayrou. Est-ce qu'il tombera ou est-ce qu'il résistera? Ça, c'est une autre histoire. Il faudra faire les comptes des voix à ce moment-là. Et Anne, comme vous êtes une spécialiste, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle méthode de François Bayrou pour l'élaboration du budget? Il ne se fonde plus sur l'ancien budget, mais il va faire une sorte de co-construction. Vous pensez que c'est une bonne idée? Il gagne du temps. Il gagne du temps, en fait. Il ne fait que gagner du temps depuis le début, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a monté ce conclave. On parlait tout à l'heure du Vatican, on est en plein dedans. Mais je dirais, vous avez vu toutes les réactions à la suite du conclave, puisque tout le monde sait qu'il n'en sort pas grand-chose et que les discussions restent stériles, puisqu'on quittait... Je ne parlais pas de la retraite. Non, d'une manière générale. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, c'est le conclave, demain, ça sera autre chose. Il essaye de gagner du temps jusqu'à cet été. Est-ce que ça sera vraiment profitable à son gouvernement à la rentrée? Ça, je ne sais pas. Mais je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de discussions, et probablement très difficiles, dès le mois de septembre. Vous pensez que ça va censurer, dissoudre ou pas? Je pense que le moment propice, c'était lors de la dernière discussion de motion de censure. Les uns et les autres ayant assumé de ne pas faire tomber le gouvernement, quelles que soient les raisons. En réalité, je pense que personne aujourd'hui a intérêt à faire tomber. Alors, elle arrivera dans la dernière année de la législature, là où on ne pourra pas finalement convoquer. Sans aucune arrière-pensée politique. Exactement. C'est ça. Et c'est malheureux, parce que les mêmes qui n'ont pas voulu censurer sont les mêmes probablement qui vont nous faire campagne avec des mots rêveurs pour la population, etc. Mais moi, je conçois le combat politique, et notamment la responsabilité législative, comme quelque chose de très sérieux. Et je trouve que nous avons affaire à des parlementaires et globalement à une classe politique qui, en la matière, clairement, se moque vraiment des Français. Et puisque vous avez la parole, mon cher Farid Tebsamani, pas de vague dans l'éducation nationale. On parlait tout à l'heure d'omerta dans l'Église. On a une autre omerta dans l'éducation nationale, c'est surtout le pas de vague. Souvenez-vous de cette enseignante directrice d'école dans un petit village du Cantal, à Moussange, qui se prénommait Caroline, qui faisait malheureusement l'objet de menaces et d'insultes, notamment d'un corbeau, notamment des insultes homophobes, qui a été soutenu d'une certaine manière timidement par l'institution, très peu par la population locale, et qui finalement à la rentrée malheureusement a dû quitter justement son poste. Ça, c'est une chose. Vous avez une caricaturiste, notamment sur les réseaux sociaux, pour ne pas la citer, qu'à l'école, qui en a décidé d'en faire la promotion, parce que, on parlait tout à l'heure de l'époque, eh bien, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles en fait il faut jamais baisser les bras. Et bizarrement, cette caricaturiste qui ne fait que dénoncer finalement l'ignominie que cette enseignante a subie, se fait attaquer par l'institution pour dénonciation calomnieuse. Mais non.
Et oui, et c'est juste pour moi encore une fois une aberration de notre système et encore une fois malheureusement un cas d'école sur le fameux pas de vague. Le pas de vague dans l'éducation nationale, c'est terrifiant ça. Oui, puis plus globalement, j'ai remarqué, y compris dans le judiciaire il y a quelques années, qu'en France, celui qui dénonce le scandale n'a aucune chance. Je veux dire, lui, il est mal vu. C'est de la part des hiérarchies, des instances, des autorités qui détestent qu'on les dérange parce que ça les oblige à s'en préoccuper. Et Philippe, si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Très vite, parce qu'on a 10 secondes. C'est complètement vrai, jusqu'au jour où la justice prend le pas, et là vous avez ce qu'on appelle les fameux parapluies. Ah non, c'était pas moi. Ouais. Malheur à celui par lequel le scandale arrive. Absolument. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, et on va revenir sur ces 5 fake news russes qui ont généré, je rappelle, 58 millions de vues selon NewsGuard. Viol, terrorisme, corruption, des récits mensongers pour attiser les tensions en France. Alors parlons vrai, est-ce qu'Internet est devenu le nouveau terrain de jeu de la subversion? Et à cette question, tentative de déstabilisation de la France par des fake news russes, est-ce une nouvelle forme de guerre? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Stéphanie Delestre sera avec nous, entrepreneuse spécialiste de l'intelligence artificielle et chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi à 7h20. On sera avec elle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, c'est la dernière ligne droite et c'est bien triste parce qu'on les aime beaucoup autour de cette table. Philippe Bilger est avec nous, Anne Mazeuillet et Farid Samani. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Cette vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux et pourtant, elle est totalement bidon. Les attaques sur le plan cyber se sont profondément multipliées, systématisées et intensifiées. Il y a de cela maintenant quelques mois, une entreprise de défense importante française, je vais taire son nom, mais qui a réussi à repousser cette attaque cyber, mais a vu une agressivité russe particulière. La Russie, en effet, a franchi plusieurs seuils. Parmi les sites repérés, Pravda, qui signifie non sans ironie, vérité. 5 fake news russes ont généré 56 millions de vues selon le NewsGuard. Viol, terrorisme, corruption, des récits mensongers pour attiser les tensions en France. Alors parlons vrai, est-ce que ces méthodes influencent la population selon vous? Et à cette question, tentative de déstabilisation de la France par des fake news russes, est-ce une nouvelle forme de guerre? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous en parler, bien entendu, notre invitée Stéphanie Delestre qui est avec nous, entrepreneuse spécialiste de l'intelligence artificielle, chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi matin à 7h20. Bonjour Stéphanie Delestre, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Philippe Bilger, ces tentatives de déstabilisation sont difficiles à comprendre, en tout cas parce qu'elles sont tellement réalistes. Oui, alors je ne les connaissais pas dans le détail comme vous, mais mon problème, et je pense qu'il n'est pas, il est assez partagé, c'est d'être un défenseur de tout ce que les réseaux sociaux ont de positif. Et moi-même, j'en use, mais en réalité, dans un espace très restreint, on pourrait les utiliser bien davantage que je ne le fais. Et en même temps, j'ai de plus en plus conscience des dangers et des défis qu'il nous propose. Et notamment cette manière dont la Russie a l'intention ou crée déjà des troubles, du désordre subversif dans les pays où elle a l'ambition l'objectif de perturber, de démobiliser, de détruire une vie démocratique. Et tout à l'heure, je poserai une question à notre invité, parce que je ne veux pas prolonger pour l'instant. C'est dramatique et je ne vois pas comment faire pour arrêter ce flux qui, pour l'instant, paraît irrésistible.
Alors c'est une question que je connais un petit peu parce que je travaille dans les pays de l'Est. Donc quand vous travaillez dans les pays de l'Est, vous savez que la Russie quand même est le pays qui est le plus habile à cette manipulation à la fois logicielle et manipulation de communication. Mais ça ne date pas d'hier. Donc l'entreprise de déstabilisation massive a commencé déjà en 2022. Puisque, en fait, la France a fait l'objet d'attaques par l'intermédiaire d'un logiciel qui est connu et qui, en fait, nourrit d'autres logiciels informatiques qui permettent à la Russie de balancer toutes les 45 secondes des fausses informations en boucle. Mais c'est connu, enfin voilà. Ça, c'est depuis 2022, à la suite de la déclaration de la guerre que vous connaissez. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que même si aujourd'hui on dit que pour partie, ce logiciel est enrayé, il y en a un autre qui s'appelle Matryoshka et qui s'attaque à vous, qui s'attaque à tous les médias. Russes, les Matryoshki. Exactement. Et ce Matryoshka, en fait, il a 4 cibles principales. Sud Radio n'en fait pas partie, je tiens à vous le dire. Mais vous avez le Figaro, vous avez Le Monde, vous avez 20 minutes. Et je crois qu'il y a une radio connue également. Donc c'est vrai que c'est quand même assez préoccupant parce qu'ils arrivent à se subtiliser. Ils arrivent à créer des sites miroirs qui fonctionnent comme ce que tu viens de dire, en fait, oui. Et qui fonctionne très très bien. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se dire, bon, il y a plusieurs agences d'État qui luttent contre cela. Ils ont démantelé, du reste, les 2 agences d'État qui sont les plus connues en France, ont démantelé 193 sites internet spécialisés dans l'édition de logiciels qui sont des logiciels qui créent cette guerre qui n'en est pas une, mais qui est quand même une guerre hybride. Et finalement, ce qu'on peut se dire, ce qui est absolument énorme dans cette histoire, c'est que c'est sans fin, parce qu'il faut que nous, nos champions français du logiciel, arrivent à contrecarrer les leurs, qui sont extrêmement puissants. Ils sont vraiment à la pointe de tout le progrès, y compris en matière d'intelligence artificielle. Je vous coupe. Mistral, qui est le concurrent de OpenAI et de ChatGPT, a relayé cette information, des informations qui étaient fausses. Ah bah voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être très très prudent. Je pense qu'il y a aussi un dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que ce premier logiciel c'était pas un logiciel, c'était vraiment un projet qui s'appelait donc Doppelganger, qui a commencé en 2022, a été dépassé maintenant par de nouvelles techniques. Et le 4e, en fait, si vous voulez, c'est pas donc une radio, c'est le Parisien. Le Parisien, Le Monde, Le Figaro et 20 minutes sont les médias qui ont été le plus attaqués. Voilà. Farid ? On parlait tout à l'heure de la naïveté sur le narcotrafic. Oui. J'ai bien peur qu'également, sur un sujet comme celui-ci, on soit vraiment naïf. Même si un certain nombre d'autorités, je pense notamment à l'ANSSI, notamment, qui fait un travail remarquable en la matière, mais globalement, nous sommes vraiment démunis. Pourquoi ? Parce qu'on parlait des Russes, c'est une véritable industrie. La désinformation notamment. Et moi je le vois notamment sur un certain nombre de terrains africains. Si je prends uniquement la Centrafrique ou le Burkina Faso, ça a été une industrie sur laquelle en fait les initiés, les connaisseurs voyaient tout de suite qu'en fait, il s'agit de fake news, de choses qui sont complètement erronées. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, avec une population, etc., vous prenez, et on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'un certain nombre, et des plus grandes notamment, ont été infiltrées, entre elles, justement, par de fausses informations. Et c'est là que vous devez absolument investir. On parlait tout à l'heure de moyens, c'est la même chose, investir dans ce qu'on appelle globalement la cybersécurité. Et si on ne le fait pas, des choses très basiques, comme être assis ce soir, on pourrait commenter des fausses informations in fine. Et surtout, on pourrait ne pas exister. C'est-à-dire, moi j'ai vu une interview de Vladimir Poutine où ce n'est pas Vladimir Poutine. Oui. Et on le voit parce que quand on s'approche, quand la caméra s'accroche, on voit vraiment qu'il y a un halo. Donc le problème, il est quand même très très grave et je pense que c'est quand même une guerre. Il faut vraiment prendre ça, exactement. Voilà, on va en parler avec notre invitée Stéphanie Delestre qui est avec nous, entrepreneuse, spécialiste de l'intelligence artificielle et chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi à 7h20. Stéphanie Delestre, quand on voit effectivement toutes ces informations qui sont liées aussi à notre président, à Brigitte Macron, sur le fait que effectivement il aurait pu y avoir un attentat sur Notre-Dame, en fait, c'est plausible, c'est pour ça qu'on peut y croire. Bien sûr. D'abord, je suis très étonnée des résultats de votre sondage. C'est-à-dire que 68% des Français qui disent que finalement ça peut passer, c'est vraiment une catastrophe nationale. Et je suis
en revanche d'accord avec tous vos invités, c'est-à-dire que c'est une guerre moderne qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans de la propagande classique. Ce qui se joue ici, c'est en fait la guerre de l'attention, la guerre de la perception, et c'est pas du tout de la fiction. Alors, ce qu'on peut noter aussi en parallèle, c'est que quelquefois, moi, je rencontre des personnes qui me disent « Mais est-ce que l'intelligence artificielle, ça marche vraiment ?» Avec tout ce que vous dites, c'est la confirmation, en fait, que ça marche vraiment et qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, on peut tout faire. Donc, oui, on est dans une situation extrêmement grave et la seule solution qu'on a aujourd'hui à notre disposition, c'est une solution technologique, c'est-à-dire d'être meilleur, d'avoir des meilleurs hackers que les Russes, que aussi la Corée du Nord et d'autres pays, et donc de pouvoir stopper ces informations en mettant par exemple une espèce de tampon dessus. Il y a des agences déjà qui le font en disant attention, ça c'est certainement une fake news. Voilà, mais on n'a qu'une seule solution. Le problème, Stéphanie, des bons hackers français, c'est qu'ils sont plus chez nous, ils sont allés aux États-Unis. Alors non, pas seulement. On en a des très bons. On l'a vu d'ailleurs dans le Bureau des légendes quand même. Ce film, cette série retrace bien ce qui se passe. On en a aussi des très bons chez nous. Mais la seule réponse, c'est, comme vous l'avez, comme un de vos invités l'a précisé, c'est de la cybersécurité et c'est seulement une réponse technologique. Et puis je rajouterais aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que nos enseignants aussi n'oublient pas d'éduquer à l'esprit critique. Moi j'ai un peu un vieil âge, il y a 30-40 ans on était vraiment éduqués à cet esprit critique et donc aujourd'hui il faut recommencer avec les enfants, avec les ados, avec les étudiants. Qui est le vrai Philippe Bilger, faut le dire. Stéphanie, j'ai dans la tête des exemples historiques anciens. Je pensais à la guerre de 1870, la dépêche d'Ems, des choses comme ça. Ce qui m'angoisse aujourd'hui, mesurant grâce à vous les dangers énormes que ces manipulations ou ces faussetés peuvent engendrer, est-ce qu'à votre avis, ça pourrait parfois advenir jusqu'à créer des motifs de guerre? J'entends par là, est-ce que les États sont en mesure d'éviter des subterfuges et des pièges qui, s'ils y tombaient, pourraient entraîner des guerres? Alors vous avez raison, Monsieur Bilger, les fake news, en fait, ça a toujours existé. Ce qui change aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse et l'échelle. Cécile nous l'a rappelé, aujourd'hui, ces 5 fake news qui ont généré des dizaines de millions de vues, et souvent avec des populations qui ne sont pas assez éduquées à la critique. Et oui, alors j'ai envie de dire oui, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste, encore une fois. On nous dit pas tout, c'est ultra contrôlé. L'État français est quand même, a quand même des organes ou des organismes qui vérifient tout ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que ça manipule les populations. Je pense que ça manipule pas du tout nos dirigeants et nos dirigeants militaires également. Merci beaucoup Stéphanie Delestre, entrepreneuse spécialisée dans l'intelligence artificielle, chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi à 7h20 que je vous incite à écouter, bien entendu. Merci beaucoup cher Philippe Bilger, merci beaucoup Anne Mazoyer d'avoir été avec nous, merci Farid Temsamani, on fait un bisou bien entendu à Raphaël et il se reconnaîtra. Dans un instant on va parler automobile avec vous, les vraies voix qui font rouler la France avec pas mal de sujets. On reste ensemble avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Alta Profit.